3 semaines avant le décès de sa tante, Isabelle Dubois arriva chez elle 1 heure plus tôt que prévu. Ce qu'elle découvrit dans cette chambre bouleversa toute sa conception de l'amour. Mais, avant toute chose, il faut que vous compreniez qui était Isabelle. 47 ans, PDG des hôtels de luxe Duval, une chaîne de 12 hôtels boutiques qui générait un chiffre d'affaires de 340 millions d'euros par an. Elle portait des tailleurs de créateurs qui coûtaient plus que le salaire mensuel de sa femme de ménage. Elle conduisait une Mercedes classe S noire, dont la brillance rappelait celle d'un miroir sous le soleil de Neuilly. Et elle rendait visite à sa tante Béatrice, pendant exactement 20 minutes chaque semaine. Le dimanche à 11 h du matin, pas 1 minute de plus, pas 1 minute de moins, parce qu'Isabelle Dubois savait gérer son temps, 168 heures par semaine. 20 minutes pour tante Béatrice, le reste pour bâtir un empire. Si jamais vous avez eu l'impression que le temps vous filait entre les doigts, que les personnes que vous aimez mériteraient plus, mais que votre emploi du temps vous disait non, alors vous savez exactement qui était Isabelle, mais elle ne savait plus qui était sa tante, Béatrice Dubois, 68 ans, cancer du pancréas, stade 4. Les médecins avaient annoncé 3 mois en mai. Nous étions en août. Chaque jour était un sursis, chaque respiration, un cadeau que personne n'avait demandé, mais que tous redoutaient de perdre. Mais voici ce qu'Isabelle n'a jamais su. Béatrice n'a pas toujours été cette femme fragile de 48 kilos qui ne pouvait plus quitter son lit. Il fut un temps où Béatrice Dubois, rien que par sa présence, pouvait retenir le souffle de 1000 personnes. Danseuse étoile du Ballet National pendant 22 ans, Gisèle, la belle au bois dormant. Le lac des Cygnes, ovation debout au Théâtre des Champs-Élysées, à l'Opéra Garnier et même au Centre Kennedy de Washington. Et ses cheveux, mon Dieu, ses cheveux, noirs comme des ailes de corbeau, longs jusqu'à la taille. Elle les tressait en chignons élaborés qui ressemblaient à des sculptures. Elle y consacrait 1 heure chaque matin, juste pour les coiffer. Parce que Béatrice Dubois avait bâti son identité sur 2 choses, la grâce de son corps et la beauté de son visage. Jusqu'à ce que le cancer lui prenne les 2. Elle a perdu 18 kilos en 3 mois. Son corps, qui avait dominé la scène avec la précision d'une horloge suisse, tremblait maintenant rien que pour prendre un verre d'eau. Ses cheveux ont commencé à tomber par mèches, d'abord quelques-unes, puis de plus en plus, jusqu'à ce qu'il y ait des oreillers remplis chaque matin. Et une nuit, seule dans sa chambre, Béatrice brisa le miroir de poche qu'elle utilisait depuis 40 ans. Elle le fracassa contre le mur parce qu'elle ne supportait plus de voir ce qu'elle était devenue. Isabelle n'a jamais su cela, parce qu'Isabelle ne venait que 20 minutes le dimanche. Mais voici le rebondissement auquel personne ne s'attendait. Et c'est à ce moment précis, à 10% de cette histoire, que vous devez faire attention, parce que ce qui va suivre, vous ne l'avez pas vu venir. 3 mois avant ce matin d'août, Isabelle avait embauché une femme de ménage, Sylvie Lambert. Tout le monde l'appelait Sylvie, 52 ans, visage fatigué, mais yeux bienveillants. Elle portait toujours un uniforme bleu marine avec un tablier blanc immaculé. Elle arrivait à 6 h du matin, repartait à 6 h du soir. Elle nettoyait, cuisinait, rangeait, efficace. Silencieuse, parfaite. Isabelle avait interrogé 12 candidates. Sylvie fut la seule à ne pas poser de questions sur le salaire. Elle n'a posé qu'une seule question. Sa tante, Madame Béatrice. Combien de temps lui reste-t-il? 2 à 4 semaines, avait répondu Isabelle, répétant les mots du docteur comme s'il s'agissait de la météo. Sylvie avait acquiescé. Très bien, je m'en occupe. Et Isabelle, soulagée de pouvoir déléguer une charge de plus, lui avait dit oui. Mais elle ne savait pas ce que signifiait s'en occuper pour Sylvie. Pendant les 2 premiers mois, Sylvie fit exactement ce qui était attendu d'elle. Elle nettoya la maison de 5 chambres de fond en comble, prépara des repas légers pour Béatrice, bouillon de poulet, compote de pommes, infusion de camomille, changea les draps, rangea les médicaments, 11 comprimés le matin, 8 l'après-midi.
Patch de fentanyl, toutes les 72 heures pour la douleur. Efficace. Silencieuse, parfaite. Mais il y avait quelque chose qu'Isabelle commença à remarquer. De petites choses, des détails qui ne collaient pas. Si cette histoire remue quelque chose en vous, quelque chose que vous ne saviez plus que vous pouviez encore ressentir, alors restez, parce que ce qui va suivre, c'est la partie qui va vous briser le cœur. Un dimanche, Isabelle arriva à 11 heures pile comme toujours. Elle entra dans la chambre de Béatrice. Sa tante était éveillée, fixant le plafond. Mais il y avait quelque chose de différent. La chambre sentait la lavande. Pas l'odeur médicale d'hôpital qui avait dominé ces derniers mois. Pas le désinfectant ou la maladie. La lavande fraîche, comme si quelqu'un avait fait entrer un jardin de roses à l'intérieur. Et il y avait de la musique, douce, si faible qu'on l'entendait à peine. Mais c'était Tchaïkovski, Casse-Noisette, le même ballet que Béatrice avait dansé 40 fois dans sa carrière. « Qui a mis ça ?» avait demandé Isabelle. Béatrice se contenta de bouger les yeux vers la porte. « Sylvie » avait-elle murmuré. Isabelle n'y accorda pas d'importance. Peut-être que Sylvie avait trouvé un vieux disque, peut-être était-ce une coïncidence, mais 2 semaines plus tard, Isabelle remarqua autre chose. Béatrice demandait moins de morphine. L'infirmière de nuit avait appelé, confuse. Madame Béatrice demandait de la morphine toutes les 3 heures, avant à cause de la douleur. Maintenant, elle n'en demande que toutes les 6 heures. Le matin, elle n'en demande presque pas. Quelque chose a-t-il changé? Isabelle ne savait pas. Elle appela le docteur. Le docteur ne savait pas non plus. Un cancer du pancréas stade 4 ne s'améliore pas. Il ne fait qu'empirer. Mais les chiffres ne mentaient pas. Béatrice utilisait 40% moins d'analgésiques que le mois précédent. Et elle dormait mieux. Les infirmières de nuit rapportaient que Béatrice dormait pendant des périodes de 4 ou 5 heures d'affilée, ce qui ne s'était pas produit depuis des mois. Que se passait-il? Isabelle décida de le découvrir. Et ici, à 15% de cette histoire, c'est là que vous devez prendre une décision. Si cette histoire vous touche l'âme, si vous sentez qu'il y a quelque chose ici que vous devez entendre jusqu'à la fin, envisagez de soutenir ce travail, parce que des histoires comme celle-ci ne se racontent pas toutes seules. Quelqu'un doit décider que cela vaut la peine d'y consacrer du temps. Et si vous sentez que cela en vaut la peine, montrez-le. Super Thanks est là pour une raison. Un mardi matin, Isabelle annula sa réunion de 9 heures, ce qu'elle ne faisait jamais. Elle conduisit jusqu'à la maison de Neuilly où vivait Béatrice. Elle arriva à 7 heures du matin au lieu de son dimanche habituel à 11 heures. Et ce qu'elle vit en entrant la laissa complètement immobile. Le salon était impeccable comme toujours. Mais il y avait des fleurs fraîches dans le vase de l'entrée, des gardénias, les fleurs préférées de Béatrice quand elle dansait. Isabelle ne les avait pas achetées. Elle ne savait même pas où en trouver. Et elle pouvait entendre des voix très douces venant de la chambre de Béatrice. Isabelle monta les escaliers sans faire de bruit. Elle ne voulait pas interrompre. Elle voulait juste comprendre. La porte était entrebâillée. Elle jeta un coup d'œil, et ce qu'elle vit lui glaça le sang. Sylvie était assise au bord du lit, mais elle ne nettoyait pas. Elle n'organisait pas les médicaments. Elle ne faisait rien de ce qu'une femme de ménage est censée faire. Elle lisait, à haute voix, un vieux livre à la couverture usée, et Béatrice était éveillée, la regardant, avec une expression qu'Isabelle n'avait pas vue depuis des mois. La paix, Sylvie lisait lentement, avec précaution, comme si chaque mot comptait, comme si elle avait tout le temps du monde. Et entre les paragraphes, elle s'arrêtait, demandant à Béatrice, « Voulez-vous que je continue, ou préférez-vous que nous nous arrêtions là ?» Et Béatrice, avec cette voix si faible qu'elle ne sortait presque pas, murmurait, « Continuez, s'il vous plaît, continuez. » Isabelle resta là, figée dans le couloir, voyant sa femme de ménage faire quelque chose qu'elle, avec tous ses millions, n'avait jamais fait, donner du temps à sa tante, pas 20 minutes mesurées avec un chronomètre, pas une visite obligatoire entre 2 réunions et des appels, du temps réel, une attention complète,
une présence. Et à ce moment précis, Isabelle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La honte, parce qu'une femme qu'elle payait 8 000 € par mois connaissait sa tante mieux qu'elle. Mais voici ce qu'Isabelle ne savait pas encore, et ce que vous ne savez pas encore non plus. Cette scène de lecture n'était pas tout. Ce n'était même pas le plus important, parce que ce que Sylvie faisait chaque matin, 1 heure avant le début officiel de son service, 1 heure qu'elle n'était pas payée, était quelque chose qui allait détruire tout ce qu'Isabelle croyait sur l'amour, le devoir et la dignité. Mais pour comprendre ça, vous devez savoir qui était réellement Sylvie. Sylvie Lambert, 52 ans, mère de 3 enfants maintenant adultes, veuve depuis 12 ans. Elle vivait à Aubervilliers dans un appartement de 2 pièces qu'elle partageait avec sa plus jeune fille et 2 petits-enfants. Mais ça, c'était maintenant. Avant, Sylvie avait été quelqu'un d'autre. Pendant 15 ans, Sylvie avait été infirmière auxiliaire à l'hôpital Bichat, spécialisée en soins palliatifs. Le service où vont les patients en phase terminale, ceux qui n'ont plus de guérison possible. Seulement la dignité. 15 ans à voir des gens mourir, certains en paix, d'autres dans l'agonie, certains entourés de leur famille, d'autres complètement seuls. Et Sylvie avait appris quelque chose qu'aucun manuel médical n'enseigne, que la façon dont on meurt importe autant que la façon dont on vit. Mais en 2018, Sylvie avait démissionné, après 15 ans. Pourquoi? Parce qu'une nuit de décembre, sa propre mère était morte dans ce même hôpital. Cancer du sein, stade 4. Les médecins et les infirmières avaient suivi tous les protocoles, médicaments, morphine, surveillance. Mais personne ne l'avait coiffée. Sa mère, qui toute sa vie avait été coquette avec ses cheveux, qui ne sortait jamais sans se coiffer, avait passé ces 3 dernières semaines avec les cheveux emmêlés, non lavés, éparpillés sur l'oreiller comme une toile d'araignée grise. Et Sylvie, qui travaillait dans ce même hôpital, avait été trop occupée avec d'autres patients pour s'en rendre compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le jour où sa mère est morte, Sylvie était restée seule avec le corps. Et la première chose qu'elle avait faite, avant d'appeler qui que ce soit, avant de faire les papiers, avant tout, avait été de prendre une brosse. Et elle a coiffé sa mère. Pendant 40 minutes, elle a coiffé ses cheveux gris et emmêlés jusqu'à ce qu'ils soient doux et présentables, jusqu'à ce que sa mère ressemble à ce qu'elle aurait voulu être. Et pendant qu'elle la coiffait, Sylvie avait fait une promesse. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un mourir sans dignité. C'est pour ça qu'elle avait démissionné de l'hôpital. Parce que le système ne te laisse pas donner du temps. Il te laisse donner des médicaments, mais pas de temps. Et c'est pour ça que, quand elle a vu l'annonce d'Isabelle cherchant une femme de ménage pour s'occuper d'une patiente en phase terminale, Sylvie n'a pas demandé le salaire. Elle a demandé combien de temps il restait à Béatrice, parce que Sylvie ne cherchait pas un travail, elle cherchait une occasion de tenir sa promesse. Et chaque matin, depuis 3 mois, Sylvie arrivait à 6 heures, mais commençait à travailler à 5 heures. Cette heure que personne ne lui payait. Cette heure qu'Isabelle n'a jamais su qu'elle existait. Cette heure était pour Béatrice. Et ici, à 20% dans cette histoire, apparaît le premier objet, le premier détail qui va tout changer. Une brosse en argent. Pas n'importe quelle brosse. Une brosse ancienne avec un manche en argent ciselé et des soies de sanglier naturelles, gravées sur le manche. Une date, 15 décembre 1942. C'était la brosse de la mère de Sylvie, le seul héritage qu'elle lui avait laissé. Et chaque matin, Sylvie la portait enveloppée dans un foulard de soie bleue. Et avec cette brosse, avec un soin infini, elle peignait les cheveux clairsemés de Béatrice. Béatrice, qui avait refusé de se regarder dans le miroir pendant 2 mois. Béatrice, qui avait cassé son miroir de poche parce qu'elle ne supportait plus son reflet. Béatrice, qui avait dit aux infirmières d'arrêter de la coiffer parce que ça n'avait plus d'importance. Il n'y avait plus rien à sauver. Cette Béatrice, chaque matin à 5 heures, sentait les mains de Sylvie soulever sa tête avec précaution, sentait les soies de la brosse en argent se déplacer doucement entre les mèches qui restaient,
sentait quelqu'un la traiter, non pas comme la patiente en phase terminale numéro 47 sur une liste de médicaments, mais comme Béatrice Dubois, danseuse, femme, humaine, et petit à petit, quelque chose en Béatrice a commencé à changer. Pas son cancer. Le cancer était toujours là, grandissant, la tuant lentement. Ça n'a pas changé. Mais son âme a commencé à guérir. Et ça, personne ne peut le mesurer sur des radiographies. Mais c'est réel, plus réel que n'importe quel chiffre dans un dossier médical. Isabelle ne savait rien de tout ça, pas encore. Mais elle était sur le point de le découvrir. Et quand elle le découvrirait, 47 ans de certitude sur ce que signifiait le succès, l'amour et la valeur allaient s'effondrer en quelques secondes. Mais ça viendra plus tard, parce que maintenant, debout dans ce couloir, espionnant sa femme de ménage, lisant pour sa tante, Isabelle ne ressentait qu'une chose, la curiosité. Que se passait-il d'autre dans cette maison qu'elle ne savait pas? Et plus important encore, pourquoi personne ne lui avait rien dit? Elle décida de rester. Elle annula toutes ses réunions de la journée, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait en 15 ans en tant que PDG, et elle s'assit dans le salon, en bas, en silence, attendant, observant, voulant comprendre ce qui se passait sous son propre toit, et ce qu'elle découvrit dans les heures qui suivirent allait la changer pour toujours. À 8 heures du matin, Sylvie sortit de la chambre de Béatrice. Elle ferma la porte avec précaution, comme si elle ne voulait pas réveiller quelqu'un qui dormait, même si Béatrice était éveillée, et elle descendit les escaliers vers la cuisine, et elle se retrouva face à face avec Isabelle. Pendant 3 secondes entières, aucune des deux ne dit rien. Elles se regardèrent simplement. Sylvie avec cette expression tranquille qu'elle avait toujours, Isabelle avec un mélange de curiosité et quelque chose d'autre qu'elle ne savait pas encore nommer. Jusqu'à ce qu'Isabelle rompe le silence. « Vous arrivez tôt ?» Sylvie acquiesça. « Oui, Madame Dubois, 1 heure avant, depuis 3 mois. Je vous paie pour cette heure. »« Non, Madame. Alors pourquoi faites-vous ça ?» Et voici le moment, exactement à 25% dans cette histoire, où tout commence à se révéler. Et il faut que vous soyez très attentifs, parce que ce que Sylvie a dit n'était pas une simple explication. C'était une philosophie. Parce que sa tante, Madame Béatrice, mérite plus que ce qu'elle ne peut payer. Cette réponse, 6 mots, a brisé quelque chose en Isabelle, qu'elle ne savait même pas être cassée. Parce qu'elle mérite plus que ce qu'elle ne peut payer, signifiait quelque chose que personne n'avait jamais dit à Isabelle Dubois, PDG de 12 hôtels de luxe du Val, de toute sa vie professionnelle. Cela signifiait que l'argent ne suffisait pas, qu'il y avait des choses qui ne s'achetaient pas, que sa tante, mourant dans un lit, avait besoin de quelque chose qui n'apparaissait sur aucune facture. Et Sylvie était en train de le donner, gratuitement. Isabelle s'assit. « S'il vous plaît, dites-moi, que faites-vous pendant cette heure ?» Et Sylvie, après avoir hésité une seconde seulement, commença à parler. « Je lui lave les cheveux, avec un shampoing à la lavande, parce qu'elle aime ça. Je les sèche avec des serviettes tièdes, que je chauffe d'abord dans le sèche-linge. Je la peigne avec ma brosse en argent, celle de ma mère. Je lui mets de la musique, ses ballets préférés. Je lui lis ce qu'elle demande. Parfois, ce sont 10 pages, parfois seulement 2, parce qu'elle se fatigue. Je lui montre le miroir. Elle ne veut pas toujours se voir, mais quand elle le veut, je tiens le miroir et je lui dis « Regardez comme vous êtes belle, Madame Béatrice ». Et parfois elle pleure, et parfois elle sourit, mais toujours, elle me serre la main et ça me dit qu'elle en avait besoin. Isabelle était restée complètement immobile. Chaque mot était un coup de couteau, véritable. « Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit ?»« Parce que vous n'avez jamais demandé, madame. » Et voilà, la vérité, si simple qu'elle faisait mal. Isabelle venait 20 minutes le dimanche, demandait « Comment allez-vous ?»« Bien, madame. »« Avez-vous besoin de quelque chose ?»« Non, madame. »« Parfait. » Et elle s'en allait. Elle n'a jamais demandé comment Béatrice allait réellement. Elle n'a jamais demandé ce que Sylvie faisait pendant ses 12 heures de travail. Elle n'a jamais rien demandé qui requiert plus de 20 minutes pour répondre, parce qu'Isabelle savait gérer son temps.
mais elle ne savait pas donner son temps. Et cette différence entre gérer et donner était la différence entre survivre et vivre. Isabelle déglutit difficilement. « Je peux voir ?» Sylvie acquiesça. « Demain, venez à 5 heures, je vous montrerai. » Et Isabelle, pour la première fois en 15 ans en tant que PDG, dit oui à quelque chose, sans consulter son agenda en premier. Cette nuit-là, Isabelle ne dormit pas. Elle ne le pouvait pas. Sa tête était un chaos de pensées qui ne la laissait pas en paix. Sa tante était en train de mourir. Ça, elle le savait depuis mai. 3 mois de pronostic, ça faisait déjà 3 mois. Chaque jour supplémentaire était un cadeau. Mais jamais, pendant ces 3 mois, Isabelle n'avait passé plus de 20 minutes avec elle. Pourquoi? Parce que c'est douloureux, se dit-elle cette nuit. Parce que je ne sais pas quoi dire. Parce que la voir ainsi me brise le cœur. Parce que c'est plus facile de déléguer, de payer quelqu'un pour qu'il s'occupe d'elle. Pour que je n'ai pas à voir. Mais cette nuit-là, allongée dans son lit aux draps italiens, dans son penthouse de 380 mètres carrés, Isabelle comprit quelque chose. Elle ne protégeait pas Béatrice de sa douleur. Elle se protégeait elle-même. Parce qu'il était plus facile d'envoyer des chèques que de donner des câlins. Plus facile d'embaucher des infirmières que de tenir des mains. Plus facile de payer que d'être présente. Et une femme qui gagnait 1 000 € par mois lui enseignait cette leçon sans dire un mot, seulement en arrivant 1 heure en avance, chaque jour, pendant 3 mois, sans réclamer 1 € de plus. Le lendemain, Isabelle arriva à 5 heures du matin. Il faisait encore nuit. La ville se réveillait à peine, mais la lumière de la chambre de Béatrice était déjà allumée. Et à l'intérieur, Sylvie était déjà là. Isabelle frappa doucement. Sylvie ouvrit et sans rien dire, se poussa sur le côté. Une invitation silencieuse. Isabelle entra, et ce qu'elle vit lui fit comprendre pourquoi Béatrice demandait moins de morphine le matin. Béatrice était assise, appuyée sur des oreillers, fragile, mince, mais éveillée, et Sylvie se tenait debout à côté d'elle, avec un pichet d'eau tiède, une serviette et cette brosse en argent. Isabelle s'assit sur le fauteuil dans le coin, silencieuse, observant simplement. Sylvie mouilla les cheveux de Béatrice avec soin, mèche par mèche, en utilisant de l'eau tiède, qui ne brûlait pas, appliqua le shampoing, celui à la lavande, avec des mouvements circulaires sur le cuir chevelu, massant, doucement, comme si elle avait tout le temps du monde. Béatrice ferma les yeux, pas de douleur, de soulagement. « Depuis combien de temps ne vous a-t-on pas lavé les cheveux comme ça ?» demanda Sylvie doucement. Béatrice ouvrit les yeux, réfléchit. « 2 mois. Depuis que j'ai refusé la chimiothérapie, je ne voulais plus qu'on me touche. Mais vous me laissez faire, parce que vous me touchez comme un être humain, pas comme une patiente. » Et Isabelle, assise dans ce coin, comprit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. La dignité, ce n'est pas ce que vous donnent les médecins. La dignité, c'est la façon dont les gens vous traitent. Sylvie rinça les cheveux avec de l'eau claire, 3 fois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de traces de shampoing, les enveloppa dans une serviette tiède et pressa doucement pour sécher sans frotter. Puis, elle les laissa retomber sur les épaules de Béatrice et prit la brosse en argent. Et ici, à 35% de cette histoire, vous devez répondre à quelque chose. Et répondez avec la vérité, pas avec ce que vous croyez que vous devriez ressentir, avec ce que vous ressentez. Si vous étiez en train de mourir, qui voudriez-vous qui s'occupe de vous? Quelqu'un d'efficace, qui fait son travail et s'en va, ou quelqu'un qui arrive 1 heure en avance, juste parce que vous comptez pour elle? Pensez-y, vraiment, parce qu'un jour, vous ou quelqu'un que vous aimez sera dans ce lit. Et ce jour-là, vous voudrez qu'il y ait une Sylvie dans le monde, quelqu'un qui voit au-delà du diagnostic, qui voit la personne. Et si cette histoire vous fait ressentir quelque chose, si elle vous fait penser à quelqu'un, si elle vous donne envie d'être cette personne pour quelqu'un d'autre, alors n'écoutez pas seulement, agissez. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de gens qui ressentent, il a besoin de gens qui agissent. Sylvie peigna, mèche par mèche, lentement, avec cette brosse en argent, qui avait peigné sa propre mère avant de mourir.
Et pendant qu'elle peignait, elle chantait, doucement, presque un murmure, la musique de Casse-Noisette, la même que Béatrice avait dansé 40 fois, la même qui avait défini 22 ans de sa vie. Et Béatrice, les yeux fermés, commença à bouger les doigts. Isabelle le remarqua. Les doigts de Béatrice bougeaient dans l'air, suivant le rythme, comme si elle marquait les pas que son corps ne pouvait plus danser. Mais son âme dansait encore, et Sylvie le savait. C'est pourquoi elle mettait cette musique. Pas pour lui rappeler ce qu'elle avait perdu, mais pour lui rappeler qui elle était, danseuse, toujours. Quand Sylvie finit de peigner, elle prit quelque chose sur la table de chevet, et Isabelle vit ce que c'était. Un miroir, le même miroir que Béatrice avait cassé il y a 2 mois. Sylvie l'avait ramassé, l'avait fait réparer et l'apportait chaque matin. « Voulez-vous vous voir ?» demanda Sylvie. Béatrice hésita. 3 secondes, 5, 10. Puis elle acquiesça. Sylvie tint le miroir devant elle, et Béatrice se vit, vraiment se vit, peut-être pour la première fois depuis des mois. Elle ne vit pas le cancer, elle ne vit pas les 18 kilos perdus, elle ne vit pas la mort s'approcher. Elle vit Béatrice Dubois, coiffée, propre, digne, et elle sourit. Ce n'était pas un grand sourire, c'était petit, fragile, comme tout en elle maintenant. Mais c'était bien réel. Et Isabelle, assise dans ce coin, commença à pleurer. Elle pleura en silence, sans faire de bruit, parce qu'elle ne voulait pas interrompre. Mais elle pleura si fort intérieurement qu'elle sentait qu'elle allait se briser. Elle pleura parce que pendant 3 mois, elle avait vu sa tante comme un cas terminal, un problème à déléguer, une charge à gérer. Et Sylvie l'avait vue comme Béatrice. Et cette différence entre un cas et une personne, c'était la différence entre exister et vivre. Après, Sylvie rangea le miroir, Sylvie remit la brosse dans son mouchoir de soie bleue et demanda à Béatrice « Voulez-vous que je vous lise quelque chose ?»« Oui, s'il vous plaît. »« Quel livre ?»« Celui de toujours. » Sylvie sortit un livre de son sac, usé, avec les coins pliés, et Isabelle vit le titre « Le Petit Prince », un livre pour enfants. Un livre que tout le monde connaît, mais que peu comprennent. « Pourquoi ce livre ?» demanda Isabelle doucement. Sylvie regarda Béatrice. Béatrice sourit faiblement. « Parce que ça me rappelle que l'essentiel est invisible pour les yeux. » Et Isabelle comprit. Le cancer était visible, la douleur était visible, la mort était visible. Mais l'âme de Béatrice, cette partie qui était encore danseuse, cette partie qui voulait encore se voir belle, cette partie qui avait encore besoin que quelqu'un la voie comme un être humain, ça, c'était invisible. Et Sylvie le voyait, chaque matin, avec une brosse en argent et un livre usé. Sylvie commença à lire chapitre 3, où le petit prince parle de sa rose, de comment la soigner, de comment la protéger, de comment l'aimer, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est sienne. Et Béatrice écoutait, les yeux fermés, respirant doucement, en paix. Et Isabelle réalisa quelque chose. Béatrice ne demandait pas moins de morphine parce que la douleur avait diminué. Le cancer ne pardonne pas. La douleur reste la même. Béatrice demandait moins de morphine parce qu'elle avait quelque chose de plus fort que la morphine. Elle avait quelqu'un qui la faisait se sentir vivante. Et la douleur de se sentir invisible faisait plus mal que le cancer. Mais quand Sylvie arrivait chaque matin, cette douleur disparaissait. Et l'autre douleur, la douleur physique, devenait plus supportable parce qu'une âme saine aide le corps à résister. Sylvie lut pendant 20 minutes, jusqu'à ce que Béatrice s'endorme, doucement, tranquillement, avec une expression qu'Isabelle n'avait pas vue sur son visage depuis des mois, la paix. Sylvie rangea le livre, se leva, replaça les draps sur Béatrice, laissa le verre d'eau sur la table de chevet, éteignit la lumière principale et ne laissa que la petite lampe allumée, et elle sortit de la chambre. Isabelle la suivit. Elles descendirent dans la cuisine. Et là, debout près de la cuisinière, pendant que Sylvie préparait du thé, Isabelle posa la question qui la tuait depuis hier. « Pourquoi faites-vous ça ?» Sylvie ne répondit pas. Immédiatement,
Elle servit 2 tasses de thé, en tendit une à Isabelle, s'assit et commença à parler. Ma mère est morte il y a 8 ans, d'un cancer du sein. Je travaillais à l'hôpital général, en soins palliatifs. Je savais ce qui allait arriver. Je savais qu'il n'y avait pas de guérison, mais je croyais que je pouvais contrôler comment elle mourrait, lui donner de la dignité, parce que j'étais infirmière. Je savais. Sylvie s'arrêta, prit une inspiration. Isabelle attendit. Mais j'avais tort. Le système hospitalier ne vous laisse pas donner de la dignité. Il vous laisse donner des médicaments toutes les 4 heures, une surveillance toutes les 2, changer les draps tous les jours. Tout est protocolisé, tout est efficace. Mais personne n'a le temps de s'asseoir et de peigner une vieille dame. Ce n'est pas dans le protocole. Sylvie fixa sa tasse de thé. Ses yeux brillaient. Et j'étais tellement occupé avec 40 autres patients que je ne me suis pas rendu compte que ma propre mère a passé ces 3 dernières semaines avec les cheveux sales, emmêlés, étalés sur l'oreiller, comme si ça n'avait plus d'importance. Et elle a toujours été coquette avec ses cheveux, toujours. Mais personne n'a pris le temps, pas même moi. Une larme tomba dans le thé de Sylvie. Elle ne l'essuya pas, continua juste à parler. Le jour de sa mort, je me suis retrouvé seul avec son corps. Et la première chose que j'ai faite, c'est de prendre une brosse, cette brosse. Et j'ai peigné ses cheveux pendant 40 minutes, jusqu'à ce qu'elle ressemble à ce qu'elle aurait voulu. Et pendant que je la peignais, je lui ai demandé pardon. Je lui ai promis que je ne reverrai plus cette indignité chez personne. C'est pour ça que j'ai démissionné de l'hôpital. C'est pour ça que je suis devenu employé de maison. Parce qu'ici, je choisis qui soigner. Et je choisis comment soigner. Sans protocole, sans chef, pour me dire qu'il n'y a pas le temps. Et quand j'ai vu votre annonce, cherchant quelqu'un pour s'occuper de votre tante en phase terminale, j'ai su que c'était mon opportunité de tenir cette promesse. Sylvie leva les yeux, regarda Isabelle droit dans les yeux. Votre tante Béatrice me rappelle ma mère, coquette, fière de sa beauté, et le cancer lui a enlevé ça. Mais je peux lui redonner un peu. Chaque matin, je ne peux pas la guérir. Personne ne le peut. Mais je peux la faire se sentir belle 1 heure de plus avant de mourir. Et ça, madame, Isabelle, ça vaut plus que n'importe quel salaire. Isabelle ne put retenir ses larmes. Elle pleura là, devant son employé, comme elle n'avait pas pleuré depuis des années. Elle pleura pour Béatrice. Elle pleura pour la mère de Sylvie. Elle pleura pour elle-même et pour tout le temps qu'elle avait perdu à penser que l'argent résolvait tout. Et quand elle put parler, elle dit seulement 3 mots. « Apprenez-moi, s'il vous plaît. » Et ici, à 40% de cette histoire, apparaît le deuxième objet, le deuxième détail qui va vous briser le cœur. Sylvie ramena Isabelle dans la chambre de Béatrice. Béatrice dormait encore. Et Sylvie lui montra quelque chose qu'Isabelle n'avait jamais vu, l'oreiller. L'oreiller de Béatrice était recouvert d'une taie d'oreiller propre, mais sous cette taie, Sylvie gardait quelque chose. Et elle le sortit. Des cheveux, des mèches de cheveux noirs grisonnants, ramassés avec soin, gardés dans des petits sacs en tissu, avec des dates écrites à la main, 1er juin, 15 juin, 3 juillet, 20 juillet. Chaque matin, quand Sylvie peignait Béatrice, elle ramassait les cheveux qui tombaient et elle les gardait. Elle ne les jetait pas comme des ordures, elle les gardait avec respect. « Pourquoi gardez-vous ça ?» susurra Isabelle. « Parce que ça fait partie d'elle et ça mérite du respect. Peu importe qu'il tombe, c'est à elle, c'est Béatrice. » Et Isabelle, en regardant ces petits sacs en tissu avec des dates écrites, comprit quelque chose qu'elle n'avait jamais compris. Aimer quelqu'un, ce n'est pas éviter sa douleur, c'est être présent dans sa douleur. Et Sylvie était présente, chaque matin, dans la douleur la plus intime de Béatrice, la douleur de perdre son identité mèche par mèche. Mais Sylvie ne fuyait pas, elle ramassait chaque mèche avec dignité, comme si elle disait « Ça aussi, c'est Béatrice, et Béatrice compte jusqu'à la fin ». Cet après-midi-là, après que Sylvie soit partie à 18 heures,
Isabelle resta, annula ses réunions à nouveau, une chose qui devenait une habitude. Et elle s'assit près du lit de Béatrice, éveillée maintenant, la regardant avec ses yeux fatigués mais lucides. « Comment allez-vous, tante ?» Béatrice sourit faiblement. « Mieux maintenant que tu es là, vraiment. » Et Isabelle sut ce qu'elle voulait dire. Être là, vraiment. Ce n'était pas la même chose qu'être là physiquement 20 minutes chaque dimanche. Être là, vraiment, c'était rester. Même si ça faisait mal, même si c'était inconfortable, même si tu ne savais pas quoi dire. Juste être là. Isabelle prit la main de Béatrice, fragile, décharnée, mais chaleureuse, encore vivante. Et pour la première fois depuis 3 mois, au lieu de demander « Comment allez-vous ?» et d'attendre une réponse polie, Isabelle posa une question vraie. « Tu as peur ?» Béatrice réfléchit, puis acquiesça. « Oui, tous les jours. » « De quoi ? De mourir laide. Que l'on se souvienne de moi comme ça, comme d'un corps malade. Pas comme Béatrice. » Isabelle serra sa main. « Tu ne mourras pas laide. Sylvie ne le permettra pas. Et moi non plus. » Béatrice pleura, des larmes silencieuses qui coulèrent sur ses joues creuses. « Merci de rester, enfin. » Et Isabelle resta cet après-midi, cette nuit et les 6 nuits suivantes. Parce que Béatrice n'avait pas 3 mois, plus maintenant. Le médecin avait appelé le lendemain, 2 semaines, peut-être moins. Le cancer avançait vite maintenant. C'était une question de jours, et Isabelle n'allait pas en gaspiller un seul. Les 6 jours suivants transformèrent Isabelle Dubois d'une manière que 15 ans comme PDG n'avaient jamais réussi à faire. Premier jour, Isabelle arriva à 5 heures du matin, comme Sylvie. Et Sylvie lui montra, étape par étape, comment chauffer l'eau, pas bouillante, tiède, tester avec le coude comme le font les mères avec les bébés. Comment appliquer le shampoing, mouvement circulaire, doux, sans tirer, comment rincer, 3 fois, jusqu'à ce que l'eau soit complètement claire. Et le plus important, comment tenir le miroir. Ne pas seulement le mettre devant elle, le tenir avec amour, avec la main ferme pour qu'il ne tremble pas, à la hauteur correcte, avec la lumière correcte. Et pendant que vous le tenez, dire quelque chose, pas un compliment vide, quelque chose de vrai. Regardez comme vous êtes belle, Madame Béatrice. Vos yeux brillent toujours, votre sourire est toujours le même que celui qui dansait à l'Opéra Garnier. Et Béatrice, se regardant dans ce miroir tenu par les mains tremblantes de sa nièce, sourit. Pas beaucoup. Elle ne pouvait pas, mais elle sourit. Et Isabelle sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais senti dans aucune réunion d'affaires, ni en concluant aucun accord de millions. Elle sentit qu'elle était importante. Vraiment, pas pour son argent, pas pour son titre, mais pour être là, présente, humaine. 2e jour, Béatrice empira. La douleur devint plus intense. Les médicaments ne fonctionnaient plus aussi bien. La morphine augmenta de dose. Et Béatrice commença à dormir davantage, 18 heures par jour. Elle ne se réveillait que par moments. Mais chaque fois qu'elle se réveillait, Sylvie ou Isabelle étaient là, lui tenant la main, chantant doucement, lisant même si Béatrice avait les yeux fermés, parce qu'être présent ne nécessite pas que l'autre personne soit éveillée. Cela nécessite seulement que vous soyez là. 3e jour. Le moment qu'Isabelle avait tant redouté arriva. Béatrice cessa de manger. Complètement. Pas même de l'eau. Son corps commença à s'éteindre. Les médecins appelaient ça le processus actif de mourir. Le corps sait quand il est temps. Et il commence à fermer les systèmes, un par un. Sylvie appela Isabelle à l'écart. Elle lui expliqua avec cette voix calme qu'elle avait utilisée avec 40 patients en phase terminale auparavant. C'est normal. C'est son corps qui lui dit qu'il est temps de se reposer. Nous ne pouvons pas la forcer à manger, nous pouvons seulement la maintenir confortable, digne et accompagnée. « Combien de temps ?» demanda Isabelle avec la voix brisée. « Des jours, peut-être des heures, personne ne sait exactement. Mais bientôt, » et Isabelle, pour la première fois de sa vie adulte, n'essaya de contrôler quoi que ce soit. Elle n'appela pas d'autres médecins, elle ne demanda pas de 2e avis. Elle ne chercha pas de miracle de dernière minute.
Elle accepta simplement et resta. 4e jour. Béatrice ne se réveillait presque plus. Sa respiration était devenue irrégulière, lente, avec de longues pauses entre chaque inspiration qui faisait qu'Isabelle retenait la sienne en attendant la suivante. Mais malgré tout, ce matin-là, à 5 heures, Sylvie la coiffa. Même si Béatrice était inconsciente, même si elle n'allait pas voir son reflet, même si cela semblait n'avoir aucun sens, Sylvie mouilla ses cheveux clairsemés, les lava avec un shampoing à la lavande, les coiffa avec la brosse en argent, mèche par mèche. Comme si Béatrice était éveillée et regardait « Pourquoi fais-tu ça si elle n'est pas éveillée ?» demanda Isabelle doucement. Sylvie ne cessa pas de coiffer, parce qu'elle le mérite. Éveillée ou endormie, vivante ou mourante, Béatrice Dubois mérite d'être traitée avec dignité jusqu'à la dernière seconde. Et Isabelle comprit quelque chose de profond, quelque chose qui changea sa conception complète de l'humanité. La dignité ne dépend pas du fait que la personne soit consciente, la dignité est ce que vous faites quand personne ne vous regarde, quand personne ne peut vous remercier, quand la seule chose qui vous motive est le respect de la vie humaine. Et Sylvie avait ça, dans chaque fibre de son être. 5e jour. Isabelle se réveilla à 3 heures du matin avec une sensation dans la poitrine, quelque chose qui lui disait « Lève-toi, va la voir, maintenant ». Elle se leva, s'habilla, conduisit jusqu'à la maison, arriva à 3h40 du matin. La maison était silencieuse. Elle monta les escaliers et la lumière de la chambre de Béatrice était allumée. Elle ouvrit la porte doucement et là était Sylvie, assise sur la chaise à côté du lit, tenant la main de Béatrice, chantant, si bas que l'on n'entendait presque rien, mais c'était Casse-Noisette, toujours Casse-Noisette. « Depuis quand es-tu là ?» Sylvie ne se retourna pas. « Depuis 23 heures. J'ai senti que cette nuit était importante. Je ne voulais pas qu'elle soit seule. Nous ne te payons pas pour rester la nuit. Je sais. Alors pourquoi ?» Et Sylvie, pour la première fois, se retourna pour regarder Isabelle, et ses yeux étaient pleins de larmes, mais sa voix était ferme. « Parce que quand ma mère est morte, elle est morte seule. Je suis arrivé 20 minutes en retard. Et je me suis demandé tous les jours de ces 8 dernières années si elle avait eu peur pendant ces 20 dernières minutes, si elle m'avait cherché, si elle avait voulu me dire quelque chose et que je n'étais pas là pour écouter, et je ne le saurai jamais. Mais je peux m'assurer que votre tante n'aura pas cette peur, qu'elle ne meurt pas seule. Même si je dois rester éveillée 48 heures, elle ne sera pas seule. » Isabelle s'assit de l'autre côté du lit, prit l'autre main de Béatrice, et ensemble, la PDG et la femme de ménage restèrent là, chantant doucement, tenant des mains, attendant. 6e jour. Le jour se leva. Béatrice était toujours vivante, mais à peine. Sa respiration était un murmure, sa peau froide, ses lèvres bleuâtres. Sylvie et Isabelle n'avaient pas bougé, elles n'avaient pas dormi. Seulement de petites siestes de 10 minutes à tour de rôle. Mais toujours l'une des deux éveillée. Toujours quelqu'un lui tenant la main à 9 heures du matin. Sylvie murmura à Isabelle « Je vais la coiffer une dernière fois ». Isabelle acquiesça et vit Sylvie faire ce qu'elle avait fait pendant 3 mois. Mais cette fois, sachant que c'était la dernière, Sylvie chauffa l'eau, mouilla les cheveux, appliqua le shampoing, massant le cuir chevelu avec autant de soin que si Béatrice était de cristal, rinça 3 fois, sécha avec une serviette tiède, et prit la brosse en argent, et pendant qu'elle coiffait, elle chanta Casse-Noisette au complet depuis le début, et Isabelle, regardant cette scène, sut que c'était ce qu'elle était venue voir, c'était ce qu'elle avait manqué de voir pendant 3 mois, l'amour, pas l'amour des films, pas l'amour des chansons, l'amour réel. Celui qui reste quand il n'y a plus d'espoir, celui qui sert quand il n'y a plus de récompense. Voici ce qui se passe quand la mort a déjà gagné, l'amour qui proclame que votre vie a compté et que vous méritez la beauté jusqu'à la toute fin. Sylvie termina de coiffer Béatrice. Elle rangea la brosse dans son foulard de soie bleue et murmura à Béatrice quelque chose qu'Isabelle eut à peine le temps d'entendre.
Vous pouvez vous reposer maintenant, Madame Béatrice. Vous en avez fait assez. Vous avez été belle. Vous avez été aimée. Et nous ne vous oublierons jamais. » Et précisément à 11h23 du matin, Béatrice Dubois rendit son dernier souffle. Il n'y eut ni drame, ni cri, ni douleur visible, juste un dernier soupir, et le silence. Et Isabelle, tenant cette main qui ne serrait plus en retour, pleura comme jamais de sa vie. Elle pleura pour sa tante. Elle pleura pour toutes ces années perdues. Elle pleura pour ces 20 minutes du dimanche quand elle aurait pu donner des heures. Mais elle pleura aussi de gratitude. Parce qu'au final, grâce à Sylvie, Béatrice n'est pas morte seule, elle n'est pas morte laide, elle n'est pas morte oubliée, elle est morte coiffée, digne, aimée. Et ici, exactement à 55% de cette histoire, arrive le moment qui définit tout, le moment qui figurera sur la vignette, le moment que vous n'oublierez jamais. 2 heures après le décès de Béatrice, l'équipe des pompes funèbres arriva. Mais avant qu'ils ne touchent le corps, Sylvie les arrêta. « Donnez-moi 30 minutes. »« Pourquoi faire ?» demanda le directeur des pompes funèbres. « Pour la rendre belle. » Et pendant les 30 minutes qui suivirent, Isabelle vit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Sylvie vêtit Béatrice de sa robe préférée, la robe noire en dentelle, celle qu'elle avait portée lors de sa dernière représentation comme danseuse étoile il y a 18 ans. Isabelle l'avait gardée dans le placard, mais n'avait jamais pensé à l'utiliser. Sylvie lui mit son collier de perles, celui que sa grand-mère lui avait donné, celui que Béatrice ne portait que pour les grandes occasions. Et puis, le plus important, Sylvie prit tous les petits sacs en tissu, ceux qui contenaient les cheveux tombés pendant 3 mois, et avec la patience d'une artiste, avec l'amour d'une mère, elle fit quelque chose d'impossible, une tresse. Elle tissa les cheveux tombés avec les cheveux restants, mèche par mèche, créant une tresse élaborée qui parcourait la tête de Béatrice comme une couronne. Elle ne couvrait pas la calvitie, elle ne prétendait pas cacher la maladie, mais elle lui rendait une partie de la dignité que le cancer avait tenté de voler. Et quand elle eut terminé, Sylvie recula, et Isabelle vit sa tante pour la dernière fois, Béatrice Dubois, 68 ans, danseuse, élégante, belle, pas comme une patiente atteinte de cancer, mais comme Béatrice. Et le directeur des pompes funèbres, un homme de 60 ans qui avait vu des milliers de corps dans sa carrière, resta immobile à regarder. Puis, il dit quelque chose qui brisa Isabelle. « En 35 ans de métier, je n'ai jamais vu quelqu'un préparer un être cher avec autant d'amour. Quiconque a fait ça l'aimait vraiment. » Et Isabelle, regardant Sylvie ranger la brosse en argent, dit la vérité qu'elle avait du mal à admettre. « Ce n'est pas moi qui l'aimais ainsi, c'est elle. » Et j'apprends. Si cette histoire ne vous a rien fait ressentir jusqu'à présent, si elle ne vous a pas brisé de l'intérieur, si elle ne vous a pas fait penser à chaque personne que vous aimez et à chaque seconde que vous gaspillez, alors je vous le dis directement, vous n'avez pas d'âme, ou elle est tellement enfouie sous le travail et la routine que vous avez oublié qu'elle existe. Parce que ce n'est pas de la fiction. Ça arrive tous les jours. Des gens qui meurent seuls, des gens qui meurent sans dignité. Pendant que nous sommes occupés avec des réunions et des emails et des choses qui n'ont aucune importance quand vous prenez votre dernier souffle. Et s'il y a une Sylvie dans votre vie, quelqu'un qui prend soin de ceux que vous aimez avec ce genre d'amour, remerciez-la, maintenant, aujourd'hui, parce que des gens comme ça n'existent pas pour gagner de l'argent. Ils existent pour nous sauver de notre propre cruauté indifférente. Les funérailles eurent lieu 3 jours plus tard, cercueil ouvert, à la demande d'Isabelle, parce qu'elle voulait que tout le monde voie ce qu'elle avait failli ne pas voir. Béatrice Dubois, non pas détruite par le cancer, mais honorée malgré le cancer. 150 personnes sont venues, des camarades de ballet d'il y a 20 ans, des étudiants que Béatrice avait formés, des voisins, des amis. Et quand ils ont vu le corps, tous ont eu la même réaction, l'émerveillement. « Elle est belle », disait-il, comme si elle dormait, comme si c'était encore Béatrice.
Et Isabelle, debout près du cercueil avec Sylvie à ses côtés, expliqua « Voici Sylvie, notre aide à domicile. Elle a pris soin de ma tante pendant 3 mois. Elle l'a coiffée chaque matin. Elle lui a rendu sa dignité quand nous avions tous oublié qu'elle en avait besoin. Et ce que vous voyez maintenant, cette tresse, cette robe, cette paix sur son visage, c'est le travail de Sylvie, pas le mien. » Et un par un, les participants se sont approchés de Sylvie. Ils l'ont remerciée. Certains ont pleuré. D'autres ont simplement hoché la tête avec un respect profond. Mais il y a eu une femme, Élodie Rivière. Elle avait été l'élève de Béatrice il y a 25 ans. Et après les funérailles, elle s'est approchée d'Isabelle avec une question. « Votre employée accepte-t-elle d'autres missions ? Ma mère est atteinte de démence. Elle vit avec moi, mais je ne sais pas comment prendre soin d'elle avec l'amour avec lequel votre Sylvie prenait soin de Madame Béatrice. » Et là, à 70% de cette histoire, Isabelle eut une idée qui ne venait pas de la PDG. Elle venait de la nièce qui venait de perdre sa tante, mais qui avait appris une leçon qu'aucune école de commerce n'enseigne. Qu'il y a des choses plus importantes que le succès, et l'une d'entre elles est la dignité. Isabelle regarda Sylvie. « Sylvie, auriez-vous le temps d'enseigner à d'autres personnes ce que vous faites ?» Sylvie réfléchit. Puis, elle acquiesça lentement. « Si cela peut aider plus de gens à mourir comme Madame Béatrice, avec dignité, alors oui. » Et Isabelle, la même, debout dans le cimetière, prit une décision qui allait changer des centaines de vies. « Je vais créer un programme. Il s'appellera Dignité Béatrice. Et vous le dirigerez. Nous allons former des soignants, pas seulement aux protocoles médicaux, à l'amour, à comment coiffer, à comment lire, à comment faire en sorte que quelqu'un se sente humain jusqu'à la dernière seconde. Acceptez-vous ?» Sylvie, les larmes coulant sur son visage, acquiesça. Et 3 mois plus tard, le programme Dignité Béatrice ouvrit ses portes. Mais ça, c'est pour plus tard. Parce que maintenant, debout dans ce cimetière, tandis qu'il descendait le cercueil de Béatrice dans la terre, Isabelle avait besoin de faire autre chose. Elle s'agenouilla, posant sa main sur le cercueil, et murmura ce qu'elle aurait dû dire il y a 3 mois. « Merci, tante, de m'avoir élevée quand mes parents sont morts, d'avoir sacrifié ta carrière pour me donner une vie, de m'avoir aimé quand j'étais trop aveugle pour voir ton amour. Et pardon, de ne pas avoir été présente jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Mais j'ai appris, grâce à Sylvie, j'ai appris, et je vais t'honorer. Pas avec des fleurs une fois par an, mais avec des actions chaque jour, en aidant d'autres personnes à mourir comme toi, avec dignité, avec amour, belle jusqu'à la fin. » Et tandis que la terre tombait sur le cercueil, Isabelle sentit quelque chose se briser en elle. Mais ce n'était pas quelque chose de mauvais. C'était l'ancienne Isabelle, la PDG qui mesurait tout en euros et en minutes, celle qui croyait que le succès consistait à accumuler des hôtels et des comptes bancaires, celle qui pensait que 20 minutes le dimanche étaient suffisantes pour quelqu'un qui t'a littéralement élevé. Cette Isabelle est morte ce jour-là, enterrée avec Béatrice. Et une nouvelle est née, une femme qui comprenait que le temps offert avec amour vaut plus que l'argent gagné avec effort, que la dignité est un droit, pas un luxe, et que les vrais héros ne portent pas de costume de créateur, ils portent des uniformes bleus, ils arrivent 1 heure en avance, et ils apportent des brosses en argent dans des mouchoirs de soie. 3 mois après les funérailles, le programme Dignité Béatrice a ouvert ses portes dans un petit bâtiment à Neuilly. Isabelle avait acheté l'endroit avec son argent personnel, pas celui des hôtels de luxe Duval, de son compte personnel. Parce que ce n'était pas une affaire, c'était une dette. Le programme était simple, former des soignants à ce que Sylvie appelait les soins avec amour. Pas seulement les protocoles médicaux, pas seulement changer les couches et donner des médicaments, mais comment faire en sorte qu'une personne se sente humaine quand son corps l'a trahi. Sylvie a conçu le programme, 4 semaines, 120 heures, et chaque étudiant devait apprendre 5 choses fondamentales. 1. Comment coiffer, pas rapidement, avec patience, mèche par mèche, comme si chaque brin importait, parce que ça compte. Pour la personnalité, c'est son identité. Et lui arracher cela juste parce qu'elle est malade,
C'est de la cruauté déguisée en efficacité, comment lire? Pas comme un automate, avec émotion, avec des voix différentes pour les personnages, avec des pauses aux moments opportuns. Parce que quand vous êtes cloué au lit, une histoire bien lue est une fenêtre sur le monde. Et fermer cette fenêtre en lisant de manière monotone, c'est enlever la dernière liberté qu'ils ont. 3. Comment tenir un miroir? C'était ce qui surprenait le plus les étudiants. Pourquoi consacrer toute une classe à tenir un miroir? Parce que mal le tenir signifie que la personne voit son visage trembler, voit votre inconfort, voit que vous ne voulez pas être là, mais le tenir fermement, à la bonne hauteur, avec la bonne lumière, tout en disant quelque chose de vrai et de gentil, cela leur redonne quelque chose que l'hôpital leur a enlevé, la dignité. 4. Comment écouter? Ne pas attendre votre tour pour parler. Écoutez vraiment. Parce que parfois, ce dont une personne mourante a besoin, ce n'est pas que vous lui disiez que tout va bien. Elle a besoin que vous l'écoutiez quand elle dit « j'ai peur ». Et au lieu de changer de sujet, vous lui prenez la main et vous dites « je sais, et ce n'est pas juste, mais tu n'es pas seul dans cette peur ». Et 5. Le plus difficile. Comment être présent quand il n'y a plus d'espoir? Parce que l'instinct humain est de fuir la douleur. Voir quelqu'un mourir fait mal. Alors on crée une distance, on devient mécanique, efficace, protocolaire, pour se protéger. Mais cette personne a besoin de l'opposé. Elle a besoin que vous vous approchiez. Quand tout votre corps vous dit de vous éloigner, que vous pleuriez avec elle, au lieu de dire « ne pleure pas », que vous acceptiez qu'elle va mourir, au lieu de vendre de faux espoirs, et que vous continuiez à la soigner avec amour jusqu'à la dernière seconde, même si vous savez que cette dernière seconde est proche. Sylvie enseignait cela avec l'intensité de quelqu'un qui avait appris de son propre échec, et ses étudiants en ressortaient transformés. Le premier groupe a été diplômé en décembre, 12 soignants, 8 femmes, 4 hommes, entre 25 et 62 ans, certains avec une expérience médicale, d'autres sans aucune, mais tous avec quelque chose en commun. Ils avaient pris soin de quelqu'un et ils ne l'avaient pas bien fait. Et ils vivaient avec cette culpabilité et ils voulaient apprendre à mieux le faire pour la prochaine personne. L'une d'elles était Thérèse Montaigne, 45 ans. Elle s'était occupée de son père atteint de la maladie d'Alzheimer pendant 2 ans et quand il est mort, la seule chose dont Thérèse se souvenait, c'était le jour où elle avait perdu patience. Elle lui avait crié dessus, parce qu'il avait demandé son nom pour la 100e fois ce jour-là, et ce fut la dernière conversation consciente qu'ils eurent. 1 heure plus tard, il est tombé dans le coma. Il est mort 3 jours plus tard, sans se réveiller. Et Thérèse vivait avec le poids de savoir que ses dernières paroles à son père avaient été un cri de frustration. Sylvie l'a serré dans ses bras. Quand Thérèse a raconté cette histoire le premier jour de cours, il lui a dit quelque chose que Thérèse n'a jamais oublié. Tu ne peux pas changer ces dernières paroles, mais tu peux t'assurer que la prochaine personne dont tu prendras soin entendra de l'amour au lieu de la frustration. Et de cette façon, tu honores ton père. Pas avec des lamentations, avec des actions, et Thérèse est devenue l'une des meilleures soignantes du programme, parce qu'elle connaissait le prix de l'échec. Au cours de sa première année, le programme Dignité Béatrice a formé 50 soignants, et chacun de ces soignants a été affecté à des familles qui en avaient besoin. Certaines payaient, d'autres ne pouvaient pas payer. Peu importait, Isabelle subventionnait ceux qui ne pouvaient pas payer, avec ses propres ressources. Et les résultats ont été frappants. Dans les hôpitaux normaux, 68% des patients en phase terminale meurent seuls. Au petit matin, lorsque les infirmières sont occupées avec d'autres patients, lorsque la famille est rentrée chez elle pour se reposer, seule. Mais sur les 50 patients soignés par les diplômés de Dignité Béatrice cette première année, 0 sont morts seuls. 0. Pas parce que le programme garantissait une surveillance 24 heures sur 24, mais parce que les soignants ont appris à écouter et quand une personne est sur le point de mourir, elle émet des signaux subtils, un changement dans la respiration, une agitation,
une lucidité soudaine, après des jours d'inconscience. Et les soignants de Dignité Béatrice savaient lire ces signaux. Et ils restaient. Ils annulaient leurs jours de congé, dormaient sur des chaises inconfortables. Tout ce qu'il fallait, parce qu'ils avaient appris de Sylvie. Qu'être présent à ce dernier moment n'était pas facultatif, c'était sacré. Et ici, à 80% dans cette histoire, apparaît l'objet final, le détail qui clôture tout. Isabelle a gardé quelque chose de Béatrice, quelque chose que personne ne savait qu'elle avait. Et 2 ans après la mort de Béatrice, elle l'a sorti à un moment où elle en avait besoin. C'était l'un des petits sacs en tissu, le dernier, daté du 25 août, la veille de la mort de Béatrice. Le dernier cheveu que Sylvie a peigné, alors que Béatrice respirait encore. Isabelle l'avait gardé dans un tiroir de son bureau, au bureau de PDG des hôtels de luxe du Val. Et chaque fois qu'elle était sur le point de prendre une décision commerciale, qui sacrifiait des personnes au profit du profit, elle ouvrait ce tiroir. Elle regardait ce petit sac en tissu et elle se souvenait. Elle se souvenait que sa tante avait perdu des mèches de cheveux. Mais Sylvie les avait gardées avec dignité, pas comme des déchets, comme un trésor, parce qu'ils faisaient partie de Béatrice. Et Béatrice comptait. Et si Béatrice comptait, si ses cheveux tombés méritèrent le respect, si sa dignité valait plus que l'efficacité, alors chaque employé de ces hôtels comptait, chaque client comptait. Chaque décision qu'elle prenait devait passer ce test. Est-ce que cela traite les gens avec dignité ou est-ce que cela les traite comme des numéros? Et si la réponse était les numéros, Isabelle changeait la décision. Ce petit morceau de cheveux dans un sac en tissu avait changé la façon dont Isabelle dirigeait un empire de 12 hôtels et 3000 employés, parce que la dignité n'est pas négociable, pas même pour le profit. Et ici, à 85% dans cette histoire, je dois vous dire quelque chose. Et ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Cette histoire va se terminer. Dans quelques minutes, vous allez revenir à votre vie, à votre travail, à vos habitudes. Et il y a une possibilité très réelle que vous oubliez tout cela dans une semaine, parce qu'il est facile de ressentir sur le moment, difficile d'agir ensuite. Mais s'il y a une seule personne dans votre vie qui souffre, malade, seule, oubliée, et que vous avez remis sa visite parce que c'est inconfortable, douloureux, ou que vous n'avez pas le temps, cette histoire vous crie « Allez-y, maintenant, aujourd'hui, pas demain ». Parce que demain, il se peut qu'elle ne soit plus là, et vous vivrez avec le même poids que celui qu'a porté Thérèse. Le poids de savoir que vous auriez pu donner de l'amour et que vous avez choisi de donner des excuses. Alors, ne vous contentez pas de ressentir cela. Agissez, et si cette histoire vous a tellement touché que vous voulez faire quelque chose de plus grand, soutenez ce travail. Super Thanks existe pour une raison, pour que des histoires comme celle-ci continuent de parvenir à des gens qui ont besoin de les entendre, comme vous, comme moi. 2 ans après la mort de Béatrice, le programme Dignité Béatrice avait pris une ampleur considérable. 127 soignants formés, 340 familles aidées, à 89 patients étaient décédés sous les soins des diplômés du programme. Et les 89 sont morts, accompagnés, coiffés, avec de la musique, avec quelqu'un qui leur tenait la main. Et autre chose, quelque chose qu'Isabelle n'avait pas prévu. Les familles ont commencé à faire des dons, pas d'argent, du temps. Des enfants qui avaient perdu leurs parents se sont portés volontaires pour accompagner d'autres personnes âgées qui n'avaient pas de famille, pour leur lire des histoires, pour les coiffer, pour simplement être là. Parce que quand on voit quelqu'un mourir avec dignité, on veut que les autres aient cette même dignité. Et la seule façon de le garantir, c'est de la donner soi-même. Le programme s'est transformé en mouvement. Et Isabelle, sans l'avoir planifié, est devenue la porte-parole de quelque chose de plus grand que les hôtels de luxe du Val. Elle est devenue la porte-parole d'une idée simple mais révolutionnaire, que la façon dont on meurt compte. Et qu'en tant que société, nous avons échoué à honorer cette vérité. Isabelle a commencé à donner des conférences dans les hôpitaux, dans les écoles d'infirmières, dans les conférences d'entreprise, et son message était toujours le même.
Vous voulez connaître le secret du succès. J'étais PDG de 12 hôtels, 340 millions d'euros par an. Je pensais que c'était ça, le succès, et je me trompais. Vous savez quel est le VRA succès? Voir quelqu'un mourir en paix, coiffé, accompagné, aimé. C'est ça le succès, parce que quand vous mourrez, la seule chose qui importera, ce n'est pas combien vous avez gagné. C'est comment vous avez traité ceux qui ne pouvaient rien vous donner en retour. Et un soir, après l'une de ces conférences, un homme s'est approché d'elle, Dr Édouard Salin, chef du service des soins palliatifs à l'hôpital Saint-Louis. Et il lui a posé une question qui allait tout changer une fois de plus. Votre programme peut-il se développer? Peut-il former des centaines, des milliers? Isabelle y a réfléchi, puis elle a dit la vérité. Je ne sais pas, mais Sylvie, elle, le sait. Et 3 mois plus tard, Dignité Béatrice a signé une convention avec l'hôpital Saint-Louis, le premier hôpital en France à intégrer officiellement le protocole de soins avec amour dans son service de soins palliatifs. Sylvie a formé 30 infirmières, et ces 30 infirmières en ont formé 100 autres. Et ces 100 ont changé la façon dont tout l'hôpital traitait les patients en phase terminale. Des protocoles froids à une présence chaleureuse, d'une efficacité mécanique à une dignité intentionnelle. Et les chiffres le confirmaient. La satisfaction des familles a augmenté de 340%. Les plaintes ont diminué de 78%. Et quelque chose qui ne peut pas être mesuré en chiffres, mais que tout le monde ressentait. L'hôpital a commencé à ressembler moins à une usine de mort et plus à un sanctuaire d'adieu. Sylvie est devenue respectée dans le domaine médical, pas pour ses diplômes, pas pour ses années d'expérience formelle, mais pour avoir quelque chose que les médecins avaient perdu pendant leurs années d'études, l'humanité. Et Sylvie n'a jamais perdu cette humilité. Elle continuait à arriver au programme tous les matins, à 5 heures, 1 heure en avance, comme toujours. Parce que c'était elle, pas un titre, pas un poste, un acte de service. Isabelle a aussi changé, mais pas seulement dans son travail, dans toute sa vie. Elle a réduit sa charge de travail en tant que PDG des hôtels de luxe Duval à 50%. Elle a embauché un co-PDG et a consacré les 50% restants à Dignité Béatrice. Parce qu'elle avait appris quelque chose qu'aucune école de commerce n'enseigne. Que l'on peut réussir dans les affaires et échouer dans la vie, et que le véritable équilibre n'est pas travail-vie, c'est un pacte vide. Votre vie laisse-t-elle un impact, ou ne laisse-t-elle que du vide? Et Isabelle a choisi l'impact. 3 ans après la mort de Béatrice, Isabelle s'est rendue sur sa tombe. Comme elle le faisait chaque mois, elle a apporté des fleurs, des roses, les préférées de Béatrice. Et elle a raconté à la pierre tombale ce qui s'était passé. Tante, le programme a déjà formé 340 soignants. Nous avons aidé 890 familles. 267 personnes sont mortes sous nos soins. Et aucune n'est morte seule. Aucune n'est morte sans dignité. Toutes ont été coiffées, accompagnées, aimées, comme toi. Et tout cela existe parce que Sylvie t'a aimé. Et parce que j'ai finalement appris à voir ce qu'elle voyait. Isabelle est restée assise là pendant 40 minutes, pas 20, 40, parce qu'elle avait appris à donner du temps, pas à l'administrer. Et pendant qu'elle était là, quelqu'un d'autre est arrivé. Une femme qu'Isabelle ne connaissait pas, plus âgée, peut-être 70 ans. Elle marchait lentement avec une canne. Elle s'est approchée d'une autre tombe, 2 rangées plus loin. Et Isabelle a vu qu'elle tenait quelque chose dans sa main, une brosse, vieille, avec un manche en bois usé. Et la femme s'est agenouillée, a posé la brosse sur la tombe, et a murmuré quelque chose qu'Isabelle a à peine entendu. « Merci ma fille, de m'avoir coiffée chaque jour quand le cancer m'a enlevé mes forces. Je ne te l'ai jamais assez dit, mais je te le dis maintenant. Merci. » Et Isabelle a compris. Cette femme n'avait pas le cancer. Elle avait survécu, et elle visitait la tombe de sa fille qui l'avait soignée, et la brosse était le symbole de ses soins. Et Isabelle a pleuré, parce qu'il y avait 2 types de personnes dans le monde, ceux qui laissaient des brosses sur les tombes, et ceux qui laissaient des excuses. Et grâce à Béatrice, grâce à Sylvie,
Isabelle avait appris à faire partie du premier groupe. Et ici, à 95% de cette histoire, arrive la phrase finale, celle que vous allez retenir, celle qui définit tout. Sylvie n'a jamais cessé d'emporter la brosse en argent, celle de sa mère. Elle la gardait dans le foulard en soie bleue, et chaque fois qu'elle formait un nouveau groupe de soignants, elle la sortait. Et elle leur racontait l'histoire de sa mère, des cheveux non lavés, des 40 minutes à coiffer un corps sans vie, de la promesse. Et ensuite, elle leur demandait quelque chose. Qu'allez-vous laisser quand vous mourrez? Une brosse que quelqu'un se rappellera avec amour? Ou un vide que personne ne remarquera? Parce qu'au final, peu importe combien d'argent vous gagnez, combien de diplômes vous avez, combien de réalisations vous accumulez, la seule chose qui compte, c'est si vous avez traité quelqu'un avec dignité quand il n'avait pas le pouvoir de vous le rendre. C'est la mesure réelle d'une vie, pas ce que vous prenez, ce que vous donnez. Et Sylvie a donné la dignité, chaque matin, avec une brosse en argent et un amour qui n'attendait aucune récompense. Et elle a changé des centaines de vies, y compris celle d'Isabelle, y compris la mienne en vous racontant ceci. Et peut-être, si vous le permettez, y compris la vôtre. Aujourd'hui, 5 ans après la mort de Béatrice, le programme Dignité Béatrice opère dans 12 villes de France. Il a formé plus de 2000 soignants. Il a aidé plus de 8000 familles. Et le protocole de soins palliatifs a été modifié dans 47 hôpitaux. Et tout a commencé avec une femme de 52 ans qui arrivait 1 heure en avance, sans que personne ne le lui demande, sans toucher un centime de plus. Seulement parce que quelqu'un méritait de la dignité. Isabelle est toujours PDG, mais plus de 12 hôtels, de 18. Les hôtels de luxe du Val ont grandi, mais ils ont grandi différemment, avec des politiques qui privilégient la dignité à l'efficacité quand les deux entrent en conflit, avec des congés payés pour les employés qui doivent s'occuper de membres de leur famille malades, avec une formation obligatoire à l'empathie pour tous les directeurs. Parce qu'Isabelle a appris que les affaires sans humanité ne sont pas un succès, c'est de l'exploitation élégante. Et Sylvie reste Sylvie, humble, dévouée, arrivant tôt, avec sa brosse en argent dans son foulard bleu, mais maintenant, des milliers d'aidants portent leurs propres brosses, avec leurs propres histoires, honorant leurs propres promesses. Et chaque fois que l'un de ces aidants coiffe un patient en phase terminale avec amour et patience, chaque fois qu'ils tiennent un miroir avec des mains fermes et disent quelque chose de vrai, chaque fois qu'ils restent 1 heure de plus sans être payés parce qu'ils sentent que cette nuit est importante, Madame Béatrice Dubois vit, pas dans le corps que le cancer a détruit, dans l'héritage que sa mort a inspiré, et c'est ce qu'on appelle un petit miracle. Pas qu'elle ait survécu, mais que sa mort digne ait sauvé des milliers d'autres morts d'être indignes. Et maintenant, vous avez une décision à prendre. 2 options, claires, sans place pour les excuses. Option 1, vous fermez ça, vous continuez votre journée, vous ressentez quelque chose pendant 10 minutes et vous l'oubliez. Et la prochaine fois que quelqu'un que vous aimez souffre, vous trouvez une excuse. Je suis occupé, c'est inconfortable, je ne sais pas quoi dire. Et quand cette personne meurt, vous vivez avec le poids d'avoir pu être présent et d'avoir choisi d'être absent. Option 2, vous agissez, aujourd'hui, maintenant. Vous appelez cette personne qui est seule. Vous rendez visite à ce membre de votre famille à l'hôpital. Vous vous proposez d'aider ce voisin qui est malade. Et même si c'est inconfortable, même si vous ne savez pas quoi dire, même si vous ne pouvez donner que 20 minutes, vous les donnez avec une présence réelle, pas avec une distraction coupable. Et si vous pouvez donner plus, si cette histoire vous a brisé comme elle m'a brisé, faites quelque chose de grand, donnez, faites du bénévolat, apprenez, devenez quelqu'un qui prend soin avec dignité, parce que le monde a besoin de plus de Sylvie et de moins d'Isabelle qui se réveillent tard. Que choisissez-vous? Parce que votre vie est la somme de vos choix. Et un jour, quelqu'un va choisir de prendre soin de vous avec dignité ou avec indifférence. Et cette personne va se souvenir de la façon dont vous avez traité les autres et va vous donner ce que vous avez donné.
Alors choisissez bien, parce que ce choix définit non seulement cette histoire, il définit la vôtre. La brosse en argent de Sylvie est maintenant gardée au musée de la dignité Béatrice, derrière une vitre, avec une plaque qui dit « Cette brosse a coiffé 2 femmes mourantes et a empêché des milliers d'autres de mourir sans dignité. Les objets simples, utilisés avec amour, changent le monde. » Et chaque diplômé du programme passe par ce musée le dernier jour de la formation. Ils regardent cette brosse. Et Sylvie leur dit la même chose qu'elle a dit au premier groupe. Vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous n'avez pas besoin d'être médecin. Vous n'avez pas besoin d'être spécial. Vous avez juste besoin d'être humain et de décider que la dignité n'est pas négociable et que vous allez la donner même si personne ne vous le demande, même si personne ne vous le paie, même si personne ne vous remercie, parce que c'est la chose à faire, et parce qu'un jour, vous serez dans ce lit, et vous voudrez que quelqu'un comme vous soit là, prenant soin de vous, vous coiffant, vous rappelant que vous êtes toujours humain même si votre corps dit le contraire. Et alors, vous comprendrez ce que Madame Béatrice a compris dans ces derniers jours, que les anges existent, mais ils n'ont pas d'ailes, ils ont des uniformes bleus. Et ils arrivent 1 heure en avance, et ils apportent des brosses en argent gardées avec amour. C'est la vérité, la seule vérité qui importe quand vous arrivez à la fin, que vous avez été aimé, que vous avez été vu, et que quelqu'un a pris le temps, quand le temps était ce qu'il avait de plus précieux, pour vous faire vous sentir humain. Madame Béatrice a eu ça, grâce à Sylvie, grâce à Isabelle qui s'est finalement réveillée, grâce à une brosse en argent et 1 heure offerte chaque matin. Et la question que je vous pose est simple mais dévastatrice. Quand vous mourrez, qui va coiffer vos cheveux avec amour? Et plus important encore, qui avez-vous coiffé? Parce que c'est la seule histoire qui compte, celle de l'amour donné quand il n'y avait plus d'espoir, celle de la dignité offerte quand le monde l'avait oubliée, celle d'une brosse en argent qui a tout changé parce que quelqu'un a décidé qu'une vie, n'importe quelle vie, mérite la beauté jusqu'à la fin. Et si vous n'avez pas encore vécu cette histoire, commencez aujourd'hui, parce que demain, quelqu'un que vous aimez pourrait ne plus être là, et vous allez vouloir avoir été sa Sylvie, avant qu'il ne soit trop tard, avant que la seule chose que vous puissiez faire soit de coiffer un corps sans vie, et de vous demander pourquoi vous avez tant attendu. N'attendez pas, allez-y, maintenant. Et soyez la personne que quelqu'un va se souvenir avec des larmes de gratitude au lieu de regrets d'occasions manquées. Parce que c'est l'histoire que vous voulez laisser, celle de l'amour qui est arrivé tôt et qui est resté jusqu'à la fin, comme Sylvie, comme Isabelle a appris à être. Comme vous pouvez choisir d'être aujourd'hui, la décision est vôtre, mais l'horloge n'attend pas, et les personnes que vous aimez non plus. Alors fermez ça et allez-y, vers qui que ce soit qui a besoin de vous voir, avec une brosse ou sans elle, avec des mots ou sans eux, mais avec une présence réelle, complète, sans distraction. Et quand cette personne vous regardera et sourira, même si c'est petit, même si c'est fragile, vous allez comprendre ce que Sylvie a toujours su, que c'est pour ça que nous existons, pas pour accumuler, pour donner, pas pour réussir, pour servir, pas pour être souvenu, pour faire que les autres se sentent vus, et c'est le seul succès qui survit à la mort. L'amour que vous avez donné quand personne ne vous y obligeait, la dignité que vous avez défendue quand il était plus facile de l'ignorer, le temps que vous avez offert quand c'était ce que vous aviez de plus précieux. C'est ce qui reste. Quand tout le reste s'en va, une brosse en argent, 1 heure en avance, et un amour qui n'attendait rien en retour. C'est l'histoire de Madame Béatrice, de Sylvie, d'Isabelle, et si vous choisissez bien, ça peut être la vôtre aussi. Maintenant, allez-y, et soyez digne de l'histoire que vous voulez laisser.